je vais me répéter sur l'équipe parce que nous, pour arriver au million, on avait quand même beaucoup de travail et c'était pas juste une plateforme où tu avais des abonnements et voilà, il y avait pas, non, pour le coup, il y avait pas mal de RH derrière, donc ouais, si on n'avait pas une bonne équipe, ça aurait été très compliqué. Mais ouais, faut être déterminé. Je pense qu'il faut pas, faut bosser en fait. On n'a rien sans rien. Ravi de t'accueillir, Steve Pomponou. Des marques commencent à le contacter pour qu'il promotionne leurs produits. Ce chapeau, il a changé ma vie. Transformer les difficultés en avantages, qui plus est avec recul et une certaine dose d'humour. Steve Pomponou, influenceur volubile, chef d'entreprise rayonnant. J'ai un client qui vend un produit à un prospect. Et donc, du coup, en fait, son prospect n'achète pas son produit. D'accord. Et le retour, c'est que son prospect est chaud pour acheter son produit, mais n'achète pas parce que le prospect n'a pas les moyens d'acheter son produit. Ah oui, d'accord. Oui, après, il peut y avoir plein d'explications à ça, mais en tout cas, le pricing, puisque là, on est sur un sujet pricing, ou proposition de valeur hein, d'ailleurs, mais c'est hyper important. Nous, Phoenix, on avait un peu de chance à ce niveau-là, c'est que notre modèle économique, il était basé sur si tu gagnes de l'argent ou t'en économises, on t'en prend une partie. Donc c'est un success fee. Donc tu arrives vers quelqu'un, tu lui dis salut, si je te fais gagner 500 000 euros, je t'en prends 50 ou 100, tu vois. Et c'est très facile avec les maths de se dire que le client est dérisqué. Tu vois. Mais le pricing de toute manière, faut tester, tu vois. Moi aussi, une boîte dont je m'occupe récemment qui me disait ouais, mais nous on sait pas si c'est sous-pricé, si c'est surpricé, etc. Je dis mais en fait vous êtes là en train de faire des réunions qui durent des heures pour connaître le bon prix. Mais j'ai dit ok, tu vois. En plus ils avaient déjà vendu un truc. Je dis tu l'as vendu. Si le prix te convient, ça veut dire que par rapport à toute la mise en œuvre que tu dois faire et pour que le client soit livré et satisfait, tu es rentable. Tu gagnes un peu d'argent, très cool. En plus, c'est sur une sorte de SaaS d'une plateforme, tu vois. Donc, ça peut évoluer, le pricing peut évoluer. Il y a plein de choses qui sont entendables, mais il faut tester. En fait, tu te rends compte que dans beaucoup de jeunes entrepreneurs, le test, la confrontation aux clients, ils ont l'impression que c'est le boss de fin, tu vois. Que genre, attends, on va réfléchir à notre prix. On a 4 semaines de réunion pour avoir le bon pricing parce qu'on a des études, Xerfi, je sais pas quoi, tu vois. Et les mecs, ils s'enferment dans un truc alors qu'en 4 semaines, ils auraient interrogé 10 clients, 15 clients. Elle est faite, l'étude Xerfi, tu vois. Il a dit oui, il a dit non. Et tout le monde a dit non, il y a un problème. Il y en a qui ont dit oui, let's go, tu vois. Et je pense que c'est pour moi, en tout cas, quand tu montes ta boîte, c'est clé de vouloir tester. Test, learn, tu vois. C'est vraiment, j'essaye de le vendre, ça marche pas, pourquoi, je réajuste. Et c'est ça qui construit ton produit. C'est tes clients, tu vois. Donc, pour moi, il n'y a pas de débat, il faut se lancer le plus vite possible. Donc, si je retiens ce que tu dis, donc la clé pour faire le million, c'était les clients, c'était le... Il n'y a pas une clé, en vrai, c'est difficile de résumer ça en une clé, tu vois, et je vais me répéter sur l'équipe parce que nous, pour arriver au million, on avait quand même beaucoup de travail et c'était pas juste une plateforme où tu avais des abonnements et voilà, il n'y avait pas, non, nous, c'est pour le coup, il y avait pas mal de RH derrière, donc ouais, si on n'avait pas une bonne équipe, ça aurait été très compliqué. Mais ouais, faut être déterminé. Je pense qu'il faut bosser en fait. On n'a rien sans rien. S'adapter et savoir se remettre en question. Voilà. Ok. S'adapter, se remettre en question, c'est important. Toi, tu arrives avec une vision, tu te dis ah ok, le client il veut ça, c'est sûr, je le sais, tu vois. Et tu arrives et tu fais le truc et tu t'es planté, tu vois. Accepter que voilà, faut fonctionner par hypothèse. Tu vois, on dit toujours les suppositions t'aveugles, les hypothèses te guident. Ça c'est pour un entrepreneur, c'est genre un truc faut le noter quelque part. C'est pas de moi, hein, je peux pas faire de génie, hein, mais faut le noter quelque part et c'est dit voilà. Arrêtons de supposer, même si au début tu es obligé de dire je pars du postulat que, mais après tu testes. Est-ce qu'il veut vraiment ça? Est-ce que ça doit être bleu? Est-ce que ça doit être vert? Oui, non, quel j'ai plus de oui là, tu vois? Et vraiment être dans cette logique d'itération et de tester. Et pour le pricing, c'est pareil. Pour ton produit, ta proposition de valeur, c'est pareil. Tu veux proposer un service où tu fais, je sais pas, juste tel truc. Est-ce qu'il faut que je propose A plus B ou est-ce que je propose juste A d'abord et après B, C à côté? Enfin, tu vois, tu testes, tu vois. Le client, c'est la personne qui va te répondre. Tu vois. Ok. Imaginons que je te le souhaite pas du tout, mais tu perds tout du jour au lendemain. Et que tu dois recommencer notre business. Qu'est-ce que tu mettras en place pour que ce business puisse atteindre le niveau de croisière que tu as aujourd'hui?
ou en tout cas fonctionner? Si je devais relancer un business aujourd'hui dans un état où j'ai tout perdu, bah déjà essayer de trouver je pense quelque chose qui m'inspire un peu, tu vois, un secteur qui m'inspire. Je dis pas forcément une idée, parce que les idées tu peux en tester plein, etc. Mais en tout cas me dire, bah voilà, dans ma future boîte, j'ai envie que ça ait un impact sur ça ou sur ça, tu vois, d'être plutôt dans cette logique de trouver quelque chose qui va vraiment où tu vas pouvoir aller puiser d'énergie, Ok. tu vois. Tu dis que je fais pas tout ça pour rien et c'est cool. Après, essayer bon, après, je vais pas passer des débats, enfin, on fait un cours d'école de commerce sur comment les études de marché, etc. Mais en tout cas, voilà, savoir un petit peu quelle idée je pourrais apporter, qu'est-ce qui se fait, etc. Avec mes compétences aujourd'hui, ou en tout cas avec mon expérience, je pense que je suis capable de tester pas mal d'idées très rapidement. C'est-à-dire que de me dire, si je veux faire ça, trouver un moyen de fake un peu et de quand même apporter la proposition de valeur que tu veux. Et après, derrière, de voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, bah, commencer à rentrer dans une logique de financement ou de trouver des gens pour venir bosser avec moi, etc. Ok. Je pense que ça serait, ça ferait partie des choses qui changent entre le avant et après. C'est tester en tout cas plein d'idées et tu prends celle qui marche le mieux et tu la déroules. Tu vois. Quel meilleur conseil tu donnerais en fait à aujourd'hui la personne qui nous écoute, qui a lancé son entreprise et qui a envie de scaler? Ok. Ou avant, la personne qui nous écoute, qui veut lancer son entreprise, enfin, j'ai retenu beaucoup de conseils que tu as dit. En fait, faut être travailleur, faut être passionné, faut bien s'entourer. Et c'est pour ça que je voulais repartir sur la personne qui veut scaler, en fait. Quel conseil tu lui donnerais pour que son business fonctionne? Sans avoir le business sous les yeux, c'est pas évident de ça, mais après tu peux rentrer dans des principes un peu généralistes, mais ça rejoint un peu la question du million d'euros parce que c'est un peu ce qu'on a appliqué, mais ouais, je pense. Ouais. Ou sinon, si tu veux, un domaine qui te parle, hein. Si tu... Non, mais je te dis, moi je fais beaucoup d'accompagnement de jeunes entrepreneurs, donc des conseils, j'en donne quelques-uns quand même, mais j'essaye de voir pour scaler son business. Je pense qu'il faut être. Il y a un moment où il faut être lucide sur ta boîte, tu vois, sur qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien, tu vois. Est-ce que les gens sont heureux de bosser chez moi, tu vois. Alors oui, on fait des coups, les gens sont là, mais est-ce que foncièrement, ils sont heureux, ils ont envie de rester enfin voilà, tu vois, être très lucide sur ça et se dire est-ce que mon business il va être vraiment rentable ou pas. Parce que tu rentres parfois un peu dans cette schizophrénie de dire il faut être très bullish sur ce qu'on propose. Tu vas avoir un investisseur, tu lui vends pas un plan moyen, tu lui dis pas ouais ça va marcher, tu vois, tu lui dis waouh ça va marcher, mais évidemment, mais le monde ou rien, tu vois. Ok. Ça c'est ce que tu veux envoyer à l'extérieur, mais toi derrière c'est facile d'y croire à un moment, tu vois, mais je pense que savoir rester lucide un petit peu sur ta boîte, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle se développe, quels sont les risques devant, les gens autour de toi, est-ce que tout va bien, est-ce que tu vois, et surtout bah voilà au début quand t'as pas les moyens forcément de faire des CDI ou autre, tu vois, ok si ta boîte elle est rentable mais que t'as que je sais pas des stagiaires ou des gens que tu payes 3 cacahuètes et demi, ben ok normal que ça marche pas, tu vois. Enfin que tu peux pas dire que ta boîte est rentable, elle serait rentable parce que mécaniquement t'as triché, tu vois. J'entends souvent ce mot-là, enfin, les gens te demandent si ta boîte elle est rentable ou pas. Bien sûr, je sais que ça dépend du métier. Vous, dans votre cas, je veux dire, par exemple, ton premier business dans la mode, à partir de quel moment tu dirais que ta boîte était rentable? C'est quoi? Bah, Ça serait un x10? Non, bah après là, c'est pour le coup, on n'est pas dans une start-up, tu vois. Okay. Je vends des vêtements, donc j'ai une marge dessus. Ouais, j'ai ce que m'a coûté la production, j'ai ce que va me coûter la prochaine production. Et la marge, tu la verrais quoi? Par 3, par 4, par 5, par 10, par non, plus? Mais dans le textile. Ouais, dans le textile. Non, mais c'est une escroquerie, le textile. C'est pas des x3. C'est les x3, c'est ce que le distributeur, le magasin multimarque, c'est ce que lui, il veut faire. Donc toi, derrière, il faut que tu aies fait fois... Non, c'est fada. Le textile, c'est une fraude. Enfin, je pense que les gens, s'ils avaient conscience de combien coûtaient les t-shirts... Enfin, genre, ouais, non. Après, il y a tout le savoir. Enfin, moi, je l'ai créé là-bas, donc je sais ce que ça va coûter avant. Je sais qu'il y a de la réflexion, je veux pas minimiser le travail, et ça, tu le retransmets un peu dans le prix, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même un secteur où ça marche pas mal, tu vois. Oui, clairement. Donc, ça serait quoi, plutôt, pour toi, la rentabilité dans le textile, par exemple? Ça serait, Bah, c'est ça, c'est en fait, à l'époque, c'était de se dire, tu finances ta production et ton réassort pour les pièces qui ont bien fonctionné.
tu commences à développer la prochaine. Enfin, normalement, tu es censé quand même avoir une idée de si tu fais l'hiver, de ce qui va se passer l'été d'après, mais pouvoir financer une production un peu cohérente. Et puis après, je pense qu'au début, ta marge, au-delà de payer tout le monde évidemment, bah c'est surtout réinvestir pour soit dire on prend plus de risques, on fait plus de pièces, on change de tel procédé, on va faire un truc un peu plus quali, ou on change la matière qu'on a pris, on a pris de la laine bouillie, ben on va prendre du coton, je sais pas. Enfin tu vois, genre vraiment le développement de la boîte quoi. Au début, ta marge elle sert beaucoup à développer la boîte et à prendre plus de risques ou faire les choses différemment quoi. Et une personne aujourd'hui qui se lance dans la décoration, je veux dire par exemple, donc du coup c'est du service, elle, tu penses qu'elle doit avoir une marge de quoi? De 2, 3, 5? C'est pour se dire qu'elle est rentable. Bah, non, mais en fait, la rentabilité, c'est ton chiffre d'affaires, tes coûts, soustraction, tu vois. Donc, en tant que tel. Après, derrière, je te dis encore une fois, je sais pas, tu vois, si quelqu'un qui fait juste de la déco, si jamais il est capable de se payer très bien et qui fait pas de marge, on est ok, tu vois. S'il gagne 10 000 balles nettes tous les mois parce qu'il est freelance, et lui après, voilà. Maintenant, si jamais il se dit je veux développer un nouveau concept de, je sais pas, de bibliothèque en lévitation, j'en sais rien. Bah là, il va devoir prendre de l'argent qui lui reste pour investir dedans ou réduire son salaire pour pouvoir investir dedans. Donc, c'est beaucoup une question de stratégie en fait, tu vois. Okay. Tu peux choisir de te verser 10 000 euros et de pas développer et de contenter de faire ça jusqu'au moment où ceux qui auront investi de l'argent dans de la recherche, dans l'innovation, bah, vont te dépasser parce qu'ils proposeront quelque chose de différent. Tu vois. C'est, en tout cas, dans l'exemple de la déco que tu me donnes, c'est plutôt ça, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas enfin, quelqu'un qui lance sa boîte, qui est décorateur, il va se verser le salaire le plus important. Il n'a pas de raison, peut-être pour acheter du matériel ou autre, d'avoir un petit fonds de trésorerie, mais sinon, il n'a pas de raison d'accumuler de l'argent sur sa boîte et de payer de l'IS à la fin de l'année, tu vois. Ouais. Genre, non, t'as pas envie de faire ça. Clair. Et comment tu parlais d'investisseurs, une fois de plus ça dépend, hein, mais comment on trouve des investisseurs? Alors, dans le monde des startups, en tout cas, tu as quand même des gens dans les fonds d'investissement qui sont chargés de faire du scouting un peu et de regarder quand tu as fait des concours, des trucs comme ça, c'est qui cette boîte, tu vois, concours. Et d'essayer de... Ouais, alors attends, les concours, c'est pareil, moi j'ai mais c'est un point. Non, mais en tout cas, si tu as de la visibilité d'une manière ou d'une autre, voilà. Tu as des gens qui de toute manière sont payés, mais ça peut être juste d'être dans un incubateur. Tu es dans un incubateur, le mec du fond, il appelle le directeur de l'incubateur, ouais, t'as quoi comme boîte en ce moment, t'en as qui marchent un peu bien et tout, ouais, il y a eux qui, tu vois, enfin, t'as des gens, en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que qui sont payés pour faire de la découverte de boîtes, donc tu peux te faire contacter. Maintenant, sinon, c'est classique démarchage, quoi. Les gens voient un mail, etc. Ils ont des process, hein, de toute manière. Concours, incubateur, démarchage. Ouais, j'ai pas envie de dire concours, parce que moi, j'ai vu des jeunes entrepreneurs se buter à faire des concours et à pas développer leur boîte. Et franchement, ça m'a trigger, tu vois. Ah, mais enfin, je veux dire, ça veut pas dire que c'est la bonne, enfin, là, on a donné 3 options quand même. C'est pas la quoi? Enfin, on a donné 3 options, donc c'est-à-dire que la personne peut aussi bien faire des concours que faire le défocus de l'entrepreneur quand il débute, il est très important. Et tu dis concours, c'est concours, tu vois, mais bon, oui, j'aurais pas dû dire ça. Parce que tu vois, l'entrepreneur, il peut continuer à faire son concours et développer en tout cas son entreprise. Moi, je pense que c'est pas. Ouais, mais t'en fais un, puis après t'en fais 2, puis après tu vas chercher des subventions, puis machin, puis tu vas te noyer dans de l'administration et de la perte de temps sur un truc où bah, si tu avais juste vendu, tu n'aurais pas eu besoin de l'argent de la subvention ou autre. Mais oui, bon bref, après, chaque situation est différente. Mais en tout cas, voilà, si tu as de la visibilité, tu as des gens dans les fonds qui sont payés pour aller te chercher ou pour essayer de te rencontrer. Ou sinon, toi, bah, de démarcher, d'envoyer des mails, ils ont des process. Hein, de toute manière, c'est comme ça que ça fonctionne. Ils reçoivent ton dossier. Quand tu es plus mature, tu peux passer par des leveurs de fonds qui ont déjà des intros. Dans les incubateurs aussi, ils ont déjà des intros, ils te font pitcher devant des business angels, devant, tu vois, donc il y a plein de moyens, hein, franchement, si tu as un projet qui est cohérent, si tu commences à bien te développer, etc., tu peux te faire financer. Ouais. Moi, j'ai une question qui est très importante pour moi. C'est quoi l'équilibre entre la vie pro et la vie perso, tu vois? En fait, je pars du principe que tu peux avoir un business pro qui est nickel et tu peux avoir aussi la vie perso qui va être nickel. Mais c'est pas forcément évident, tu vois, parce que tu vois, quand tu travailles, bah, j'en parlais avec Paul justement la dernière fois, qu'on connaît très bien tous les deux, et Paul disait que c'était important d'avoir un équilibre sur les deux, et que forcément à un moment tu avais un qui prenait plus d'ampleur que d'autres. Toi, comment tu vois Moi, je suis
un mauvais élève par rapport à ça. Ok. Je pense que j'aurais pas de conseils à donner parce que pour le coup, moi, je l'ai pas fait. J'ai tout donné pour ma boîte. Mais genre tout. Genre, il n'y avait pas de vie perso. Mais il n'y a pas de mauvais élèves. Hein, non, mais en fait, mais après, j'ai des exemples. J'ai plein d'exemples de gens qui ont réussi. D'ailleurs, mon associé Jean à avoir un équilibre perso pro cohérent. Tu vois. Enfin, en tout cas, il y a forcément des moments où c'est plus difficile que d'autres, évidemment, parce qu'il y a des moments où tu dois rester tard et c'est pas toujours facile pour l'autre, en tout cas qui vit avec toi, de comprendre. Ah, donc toi, tu as privilégié le pro. Ah, mais moi, Ouais. c'est cliché, moi, Ouais. j'ai tout brûlé. On y va, il me faut du feu, quoi. Ouais. Non, bah oui, mais après, c'est ma façon personnalité. d'avoir réagi Ouais. ou autre, tu vois, et c'était pas, il y avait des choses dans mon parcours, dans les boîtes que j'ai montées, où il y a aucun monde où j'abandonnais ça, tu vois. Parce qu'en fait, c'est pas juste abandonner ta boîte, c'est abandonner les gens qu'on bossait avec toi, qui sont endettés avec toi, qui étaient à la banque, qui ont signé le crédit, tu vois. Et toi, si tu leur dis, allez, tu sais quoi, Ciao, moi les j'ai gars. une femme, machin, tout va bien se passer, etc. Le crédit, je le paierai les doigts dans le nez. Je te laisse te débrouiller. Ouais, Qui t'es fait ça, bête, tu vois ce c'est que je veux clair. dire? C'est Qui clair. fait ça? En tant qu'homme, tu te regardes dans la glace, tu te dis, je suis Ouais. allé où, tu vois? Bah moi, c'est pas mon état d'esprit. Donc pour plein de raisons, tu vois. Je l'ai sacrifié, mais après, tu as aussi l'autre partie qui est pas facile à gérer. En tout cas, comme moi, j'ai eu du mal à gérer avec le perso. C'est un peu quand tu montes ta boîte. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Et quand tu as toutes les galères du monde, bah en fait, même si un de tes potes te dit, ouais, alors ça se passe comment ta boîte et tout, tu veux dire, ça va. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu vas pas commencer à t'allonger sur un canapé, à regarder. C'est chaud, et tout, mon tu gars. vois. Ouais. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, si tu veux, déjà, tu vas le saouler avec tes galères. Ouais. Tes galères, il va pas les comprendre, ça Ouais. va te servir à rien, tu vois. Donc, autant closer le truc, ah, tout va bien, tu vois. Mais du coup, ça crée un peu tu vois, ce décalage entre la perception que tu envoies à ton entourage. Tu vois, où déjà, quand tu dis que tu montes une start-up, les gens, ils imaginent des Facebook, des Google, Ouais. des trucs, tu es là, Ouais, non, ça n'a Silicon rien à voir, tu vois. Valley, Genre, c'est clair. vraiment, on n'est pas le même match, Ouais. tu vois. Mais du coup, t'envoies une image de ça va, tu vois, et ça va toujours. Les gens disent, ah, toi, ça va toujours et tout. Alors qu'en fait, derrière, c'est la galère, tu vois. Ouais. Mais t'en parles pas, tu communiques pas, et du coup, ça crée une forme d'isolement, tu vois ce que je veux dire. C'est comme tu peux pas exprimer vraiment ce qui t'arrive, ou c'est pas que tu peux pas, mais moi, Ah, je mais le bien faisais sûr, je pas, vois ce que tu veux vois. dire. Et ben, ouais, ça t'isole parce que t'es pas dispo, t'es moins dispo, tu vois. Donc, forcément, faire ci, faire ça, des fois, non, je peux pas. Des fois, t'es dispo, mais juste, t'arrives pas à déconnecter. Moi, ça m'est arrivé d'aller à des spectacles, des one-man shows ou autres, et en fait, je regarde pas le spectacle, tu vois. Genre, je suis devant, je regarde, le gars est drôle, tu vois, mais ça me met pas dedans. Tu vois, il y a, Ouais, t'es comme dans si ton- je suis, tu vois, je me vois assis, je suis à l'extérieur de la salle en train de me dire, putain, mais comment on va faire ça et tout, tu vois. Et ouais, cette part de quiétude, en tout cas, quand ta boîte, ça part un peu à volo ou autre, cette part de quiétude que tu perds, bah, ça a un impact sur ta vie perso. Donc, pour l'autre qui vit avec toi, il faut le comprendre, et c'est pas toujours facile. On peut pas en vouloir à quelqu'un, tu vois. Et voilà. Mais moi, c'est clair que j'y suis allé à fond et j'ai dit, c'est ma priorité, c'est de monter cette boîte à l'époque ou ces boîtes, c'est ma priorité. Et il y a rien qui va me détourner de ça. C'est de l'obsession un peu, tu vois. Mais en même temps, je voulais pas que la personne avec qui je vivais à l'époque me dise non, mais arrête tes boîtes et d'arrêter pour elle. Parce que C'est clair. dans 6 mois, tu te réveilles, Ouais. tu as arrêté ta boîte et elle a pris un crédit avec toi, tu vois ce que je veux dire, Ouais. t'as signé, Et puis même, t'es à pas vie, tu aligné, vois. en fait, ouais. Tu seras pas aligné, à un moment, tu vas dire, j'ai fait une Non, connerie. voilà, tu vois, je pense que, et puis il y avait certainement plein d'autres raisons qui font qu'on se sépare aussi, tu vois, c'est Ouais. pas que lié à ça, mais ça joue forcément. Mais ouais, moi j'ai pas été un bon élève dans le sens où j'ai choisi de pouvoir cet équilibre. Je pars très peu en vacances, enfin, je partais très peu en vacances, mais c'était Tu l'es mon choix, revenu tu d'un vois. mois, hein. Ouais, non, là, la vie change. La vie T'étais d'après est cool. Non, clairement. Mais Le sacrifice à payer. mais des gens qui me connaissent disent, ouais, toi, tu pars en vacances maintenant, tu vois. Genre, Ouais. à l'époque, c'était pas le cas, tu vois. Ouais. C'est pas, mais je sais pas. Ouais, donc c'est beaucoup de sacrifices. Ouais, mais encore une fois, c'est comme ta situation, qu'elle soit financière ou autre, sur le moment, tu fais pas la somme de tout ça, tu vois ce que je veux dire? Tu dis pas à un moment, ah, je vais faire les plus et les moins, tu vois. Non, C'est ta vision. tous les plus, ils vont compenser tous les moins. Même si c'est un monde qui s'effondre, voilà, ton chèque de 500 balles,
C'est bon, t'es refait, tu vois ce que je veux dire? Quel est ton cocktail des excuses pour toi pour ne pas réussir sa vie? Des gens que tu as accompagnés, c'est quoi tu vois, je veux de l'inspiration, je veux ton vécu, ton C'est une expérience. question assez marrante. J'aime Merci. cocktail des excuses pour ne pas réussir. Bah, la flemme, quoi. Pas avoir envie de faire ce pas dans le vide, je pense. Tu vois, garder un peu son confort, etc. Tu vois. C'est marrant parce que j'écoutais une conférence il y a des années, mais genre, je pense au tout début, et c'était une femme, alors je ne me rappelle plus de son nom, je ne peux pas l'accréditer, mais qui avait dit, ouais, on dit souvent qu'il faut avoir du courage pour monter sa boîte. Et elle avait dit un truc, elle a fait, non, en fait, il faut avoir du courage pour faire un taf de merde et aller au boulot le matin, la boule au ventre, tu vois. Au début, ça me parlait pas trop, mais c'est vrai qu'au final, tu vois, avec tout ce que je t'ai dit tout à l'heure, de toutes les galères, perso, pro, machin, nanana, en fait, tu continues d'avancer. Mais en fait, c'est ça, tu vois. Toi, on dit, ouais, c'est courageux de monter une boîte. Mais non, c'est pas courageux, tu vois. Genre, moi, j'ai vécu ma meilleure vie. Malgré toutes les galères, j'ai vécu ma meilleure vie, tu vois. C'est, par contre, quand tu vas au taf pour faire, je sais pas quoi, je vais pas te donner de marque, sinon tu vas te faire bannir, mais, mais bref, quand tu vas faire des trucs que t'as pas envie de faire, voilà, bah un peu, tu vois, tu as une sorte de community management, tu vois, d'un côté, t'as pas envie de le faire, t'es obligé de le faire, ça te saule, tu vois. Mais t'en as qui restent là-dedans, tu vois, qui se disent, non, vas-y, je le fais, ça me permet d'aller à Courchevel en février, ou des bails, on s'en fout, bref. Ça, pour moi, je pense que c'est un problème, quoi. J'ai envie, mais en même temps, j'ai pas envie, tu vois, je pense que t'as peut-être aussi, toi, des potes qui te disent, ouais, c'est génial d'avoir monté sa boîte, c'est trop cool, etc. J'aimerais beaucoup le faire. En fait, pourquoi pas, tu vois, pourquoi tu le fais pas, tu vois. Donc, je vais pas dire que c'est de la flemme, parce que les gens que j'ai en tête, c'est pas des gens qui sont feignants, mais je pense que c'est un peu cette hésitation ou ce recul de se dire, ce pas dans le vide, de quitter mon CDI pour monter ma boîte, je le sens pas, c'est un peu trop risqué, etc. Alors que quand même en France, t'as, je sais plus, 18 ou 24 mois d'ACDIC, 2 ans pour monter ta boîte en étant payé par le Pôle emploi, c'est quand même un sacré privilège quand tu vois dans d'autres pays étrangers à quel point ça peut être galère et très risqué finalement de monter sa boîte. Donc je dirais la flemme. Voilà, des excuses, il y en a plein, mais des gens qui vont trouver que des problèmes et jamais de solution, tu vois, qui vont dire ouais mais j'aurais bien fait ça, mais en fait je pense qu'il y a ça qui aurait pas marché. Enfin tu vois, qui vont être toujours dans cette logique de faire semblant d'avoir une idée et de la détruire derrière, sans se dire, bah, en fait, pourquoi est-ce que toutes ces problématiques-là, tu vas pas y répondre et c'est comme ça que tu montes ta boîte. Ou la fatalité, tu vois. Dire, je suis dans cette situation et c'est la fatalité, j'y arriverai pas, ou je viens de tel endroit et ça marchera pas, ou je suis comme ci et ça marchera pas. Ça, pour moi, ça peut être une excuse et qui est très dommage, en fait, tu vois. Qui est compréhensible. Je veux pas dire que je la comprends pas, cette excuse, tu vois. Mais si tu t'ouvres un petit peu, je pense que tu te rends compte que tu as des modèles de réussite qui viennent de partout, tu vois. Moi, je suis jamais un génie, jamais un premier de la classe, un bosseur, un bachoteur ou autre. Je suis le glandeur au fond de la classe qui fait marrer ses potes, où tous les profs ils disent ouah, qu'est-ce qu'on va faire de lui, enfin tu vois, pas du tout destiné à finalement ce que j'ai pu réussir à faire. Et voilà, en fait, on vient de partout, tant qu'on a l'envie, tant qu'on souffre, tant qu'on est voilà. Et donc s'enfermer et se dire non mais en fait je pourrais pas y arriver ou autre, c'est je pense pour moi un gros frein et il faut rien s'interdire en fait. Faut pas douter, faut rien s'interdire, faut tester, voilà. De toute manière la vie c'est le mouvement, tu vois ce que je veux dire. Bouge, tu verras bien, peut-être que tu t'es dit je vais monter ça et en le montant tu vas rencontrer un mec qui va t'embarquer sur autre chose et voilà, et ça sera parti. Bouge, fais quelque chose, voilà, juste bouge. Une opportunité, un mouvement. Hyper inspirant. Donc tu fais du mentorat. Est-ce que tu as des choses dont tu as envie de parler? Tu veux parler de ça? Est-ce qu'il y a des choses dont moi j'ai pas parlé que tu as envie de nous partager? Non, je sais pas, je peux parler du mentorat ou autre, c'est pas. T'en penses quoi? Ouais, c'est aussi si t'as envie, enfin c'est si t'as envie, hein. Oui, bah enfin, ce que je veux dire, c'est que je cherche pas à faire de la promo, tu vois. Je sais, enfin, ma vie aujourd'hui, c'est essentiellement ça. Moi, je suis sur des sujets crypto, blockchain, parce que ça m'intéresse, et surtout rencontrer des gens, tu vois. Je kiffe rencontrer des gens, bah tu vois, on se connaissait pas, c'est clair. on se rencontre, c'est trop cool, tu vois. Genre en vrai,
On aurait pu prendre un café, c'était la même, tu vois. C'est Donc, clair. Et j'espère qu'on prendra un café après. bah, écoute, j'ai faim. Je sais pas si t'en gênes direct, mais là, présentement, je sais que si on va au resto, je suis refait. Ouais. Mais donc, ouais, le mentorat, c'est un très bon moyen, déjà, comme je te disais tout à l'heure, un peu de rendre ce qu'on m'a donné. Parce que, voilà, j'estime que ce qu'on m'a donné, beaucoup de gens m'ont apporté dans toutes mes boîtes, qu'elles aient marché ou pas. Il y a toujours eu des gens qui ont été là. Et je pense que ça, c'est important. Comme je te disais tout à l'heure, je crois pas le plus bel escroc ou la fraude, c'est le mec qui te dit je me suis fait tout seul. Ça, pour moi, ça n'existe pas, clairement pas. Mais voilà, donc c'est un moyen de rendre cette partie-là. Et puis de découvrir des projets hyper cool, de rencontrer des entrepreneurs qui sont dans ce feu sacré qui, moi, aujourd'hui, m'alimente encore. Tu vois, c'est-à-dire que tu me mets à côté d'un mec qui monte son projet, je m'approche de lui, il y a de l'électricité, tu vois, ça part, tu vois. Ouais. Et donc ça, j'adore, tu vois. J'ai beaucoup d'expérience, évidemment, donc ça me permet d'être assez pertinent sur des sujets et bah, de leur permettre de gagner du temps et d'être utile. Et pour moi, c'est très important philosophiquement d'être utile, tu vois, de pas être un mec qui se dit, bah voilà, j'ai gagné de l'argent, maintenant je m'isole et je vis ma vie best life tout seul, tu vois. Moi, je suis plutôt vraiment le quête d'utilité, pour moi, c'est important, d'où Phoenix, d'où plein de trucs. Et c'est utile, voilà, parce que effectivement, avoir un sparring, avoir quelqu'un qui peut te challenger, moi, bon, je pense que les gens en interview verront, je suis plutôt cash, tu vois, et ça, c'est un discours qui parle et qui est assez utile, en tout cas à un entrepreneur, pouvoir lui dire, le pousser un peu dans ses retranchements, et voilà. Donc, si t'as des mecs de ta commu qui veulent qu'on se fasse un petit entretien et tout, c'est gratuit, il y a pas de débat, l'idée c'est d'avancer, quoi, tu vois. Je vous donne un lien. Son nom, c'est Baptiste Corbal. N'hésitez pas à Google, à regarder. Et si vous voulez les informations, si vous voulez être mentoré, être accompagné par Baptiste, n'hésitez pas à nous contacter, contact@steveshk.com. On sera un plaisir de vous mettre en relation. C'est aussi ça la communauté et ça sera avec grand plaisir. Et merci en tout cas à toi pour ça. Moi, j'ai retenu 3 choses. Donc la première, c'est un storytelling qui est bien poussé. Baptiste, en fait, c'était une personne qui n'était pas spécialement la personne première de la classe. Ben oui, en partant du bas, si. Voilà, en partant du bas, si. Mais en fait, il a réussi à faire quelque chose qui est hyper important et surtout le storytelling, c'est que de 2 échecs de la société, il a réussi à monter Phoenix, donc renaître à nouveau de ses cendres, naître à nouveau de ses cendres, renaître de ses cendres, Phoenix. Un positionnement qui est clair, je gagne, tu gagnes, donc du coup tu gagnes de l'argent, donc du coup nous on gagne de l'argent, donc du coup c'est très simple en fait comme positionnement, enfin c'est simple, il faut y penser quand même, hein, mais il a réussi à avoir ce positionnement-là, et un symbole qui est fort, bah, tout simplement encore le Phoenix, une fois de plus. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à passer cette interview, j'espère que toi aussi tu as pris du plaisir, ouais, cool. Et pareil, puis j'espère que... ah oui, j'avais une dernière question, t'as vendu pour combien? J'ai pas vendu, j'ai vendu une partie de mes parts. Et aujourd'hui, j'ai assez pour vivre quelques années tranquillement. Okay. Voilà. Et justement, me permettre de faire ce que j'ai envie. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, de vivre de vos passions et pourquoi pas vendre vos boîtes. En tout cas, si vous avez envie d'en apprendre plus, je vous invite à télécharger le secret en 5 étapes qui va apparaître juste là. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager un maximum de personnes. Ça nous prend du temps, ça, même si on apprend énormément, donc du coup on partage aussi ce qu'on apprend avec vous. Donc n'hésitez pas et chapeau. Et mot de la fin? Chapeau. J'en ai pas. Baptiste, merci beaucoup. Petit cadeau pour toi, pour te remercier. Ah, c'est gentil, merci. Qu'est-ce un petit truc. Un livre. Exactement. Ah, génial. Donc j'avais toutes les excuses moi pour ne pas y arriver et j'ai été inspiré par toi. Donc voilà, c'est ma petite histoire et formidable. Bah écoute, avec grand plaisir, je lis. Merci beaucoup pour merci à toi. Ce cadeau. À très vite. À très vite. J'espère.